Attention, cette vidéo contient des spoilers. Si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille de la regarder et de revenir me voir après. Bonjour, moi c'est Johanna, maman d'une fille de 12 ans autiste sans déficience intellectuelle et moi-même en cours de diagnostic et aussi travailleuse sociale. Ça va avoir son importance pour la suite de la vidéo. Quand j'ai vu que Nicole Ferroni, que j'adore, était le personnage principal d'une série sur l'autisme, je me suis abonnée exprès à OCS. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Réponse dans cette vidéo. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Nicole Ferroni, c'est une humoriste qui a commencé en 2010 dans On ne demande qu'à en rire, émission que j'aimais beaucoup à l'époque puisque c'est l'année de naissance de ma fille. Les premiers mois ont été difficiles et du coup, regarder ces humoristes était pour moi une grande bouffée d'oxygène. Donc Nicole Ferroni a écrit des sketchs comme Wonder Woman, qui est toujours un private joke chez moi. Wonder Woman, pas chassé, pas chassé. Donc j'avais hâte. De plus, j'ai trouvé une interview dans Télé 7 jours où elle disait que cette série avait été écrite en collaboration avec Julie Daché, qui est elle-même autiste, et que l'intention était vraiment de bien faire, de ne pas caricaturer, d'être dans la réalité et qu'elle espérait ne pas froisser. Donc c'est ça qui va être difficile parce que je vais devoir dire ce que j'en pense face à des personnes qui vraisemblablement avaient de bonnes intentions. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Problème numéro 1, le manque de masking. À la fin de l'épisode pilote, les scénaristes nous mettent un petit encart en expliquant que les femmes Asperger présentent une meilleure capacité à masquer leurs traits autistiques que les hommes. Ah, c'est vrai ça! Le masking, c'est quoi? J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez regarder. C'est la capacité, lorsqu'on a une intelligence normale, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas de déficience intellectuelle, la capacité à masquer nos traits autistiques. Pourquoi? Parce que depuis la plus tendre enfance, on a appris que certains gestes ou certains comportements n'étaient pas socialement acceptés. Donc avec des paroles parfois violentes, du rejet, on a appris à se comporter de façon socialement normale. Et le problème, c'est que la série ne montre pas du tout ça parce que Louison ne masque quasiment pas. Exemple, lorsque l'équipe pédagogique du collège lui demande comment ça se passe à la maison, Louison répond des choses très factuelles du genre le mercredi on mange cordon bleu, haricots verts et ensuite on regarde la télé. Avant le mercredi on ne pouvait pas parce que je faisais l'amour. Avec son père bien sûr. Alors quand on est parent d'un enfant, la question comment ça se passe à la maison, surtout si l'enfant a 11 ans, en gros ça fait 11 ans qu'on nous la pose. Donc admettons que la première fois elle ait mal compris la question, ce qu'on peut entendre. Normalement, elle a eu 11 ans pour comprendre que comment ça se passe à la maison, ça veut dire quel est le comportement de votre enfant à la maison. Numéro 2, elle ne voit pas le problème avec le fait que son fils ait planté un autre enfant avec une fourchette. Même quand on est autiste, on voit que c'est problématique. Ma fille a déjà eu certains comportements de violence à l'école et je peux vous dire que quand la maîtresse vous dit ce qui s'est passé, en tant que parent, vous ne vous faites pas le fier. C'est la scène qui est censée être la plus humoristique. Louison va se retrouver à sortir dans la rue en slip soutien-gorge avec des rouleaux de papier toilette. Elle sort en slip soutien-gorge parce qu'elle vient d'avoir très très chaud dans le bar dans lequel elle était. Elle s'est enfermée dans les toilettes où il y avait du papier toilette triple épaisseur, le même que Sean dans la série The Good Doctor, mais ça je ferai une autre vidéo là-dessus. Et du coup, elle vole ses rouleaux de papier toilette et elle sort en slip soutien-gorge. Non, non, ça même quand on est autiste, on sait qu'on ne doit pas sortir en sous-vêtements. Sauf si on a une déficience intellectuelle. Auquel cas, c'est pas de l'Asperger. Parce que justement, Asperger, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle twice exceptional, c'est-à-dire un TSA avec une intelligence supérieure.
Problème. Tout le monde sait que voler, ça ne se fait pas. Ou alors on le dit pas. Donc, niveau masking social, il n'y en a pas. En plus de ça, Louison a des atypismes vraiment très très visibles. Par exemple, dans sa maison, tout est organisé en code couleur. Il y en a partout. La semaine bleue, la semaine jaune, la semaine orange. Je dis pas qu'on n'a pas des façons ou de structurer son temps. Moi, par exemple, en ce moment, on est en avril et c'est le mois du chakra du plexus solaire, donc en jaune. Mais il n'y en a pas partout dans ma maison et ça ne se voit pas. Donc avec tous ces atypismes vraiment très visibles, personne n'a jamais dit à Louison qu'elle pouvait peut-être avoir une particularité neurologique. Un petit peu bizarre quand même. Numéro 2, les aberrations scénaristiques. Alors, je ne les ai pas toutes relevées parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps et surtout, je voulais pas non plus enfoncer et en remettre une couche. Mais moi, il y a des choses... Ah, ça m'a piqué! Par exemple, juste après que Guilhem ait enfoncé une fourchette dans la main de son camarade, l'équipe pédagogique dit « on va appeler l'assistante sociale ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand il y a quelque chose que les enseignants ou l'équipe pédagogique jugent grave, on fait ce qu'on appelle une information préoccupante, une IP, qui va partir à la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui, elle, va décider si l'information est vérifiée ou pas, et qui va déléguer un enquêteur social. Donc tout ça, ça prend longtemps, plusieurs semaines. Or là, dans la série, miracle, l'enquêteur social débarque la semaine suivante. Et ce fameux enquêteur social vient lui remettre la lettre alors qu'il la retrouve justement dans la rue, en slip soutien-gorge avec les rouleaux de PQ et qu'il ne s'en formalise pas. Bon, je ne sais pas ce qui est le plus choquant dans cette scène, parce que normalement, la lettre qui annonce les services sociaux, c'est une lettre en recommandé, ou le fait que la personne ne se formalise même pas de voir la personne complètement nue. Bon, je sais pas. En parlant de ce travailleur social, c'est une vraie caricature. Déjà, il arrive en se trompant de personne et il dit le nom de la personne. Ah non, ça c'est Madame Durand. RIP, le secret professionnel. Bon, elle est peut-être tombée sur un con. Admettons, ok. Mais ensuite, le travailleur social dit « Les mamans à l'HP, ça, le JAF, il aime pas. » Bip. Alors, en fait, quand il y a une information préoccupante et qu'il y a menace de placement d'enfants, ça n'est pas le JAF, le juge aux affaires familiales, qui va prendre la décision, mais le JE, le juge pour enfants. Ah, c'est vrai ça! Ensuite, Louison ne comprend pas, comme beaucoup de personnes autistes, les traits du visage, sauf qu'elle va les regarder vraiment avec beaucoup de questionnements comme ça. Sauf qu'on ne fait pas ça dans la vie quand on ne comprend pas la personne. Soit on va faire semblant de comprendre, soit on va carrément demander si on est proche avec la personne, est-ce que tu es fâché ? Ou alors on va changer de sujet, mais on ne regarde pas l'autre comme si c'était une pièce sur un chantier et qu'on essayait de savoir ce que c'était. Ensuite, on apprend que Louison, pendant son travail, a débranché le frigo de la salle de pause parce qu'il faisait trop de bruit. Alors, un frigo, quand on est un adulte sans déficience intellectuelle, on sait que si on le débranche, les denrées peuvent être périmées. Et du coup, si vraiment on est gêné qu'on débranche la prise, on la rebranche après. Ça, c'est un petit peu nous faire passer pour des cons, quoi. Ensuite, l'aberration du diagnostic. Là, ça pique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, numéro 1, on conseille à Louison de prendre rendez-vous avec une psychologue suite à l'incident avec la fourchette. Ok. Elle appelle donc un neuropsychologue pour avoir un rendez-vous. Et là, miracle, elle a un rendez-vous la semaine suivante. C'est un miracle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend rendez-vous pour un bilan, lorsqu'on est en libéral, on a 3 à 6 mois d'attente. Et lorsqu'on n'a pas les moyens d'aller en libéral, ce qui semble être la situation de Louison, qui n'a pas l'air d'être très riche,
Là, on doit attendre en CAMS, en CMP ou en CRA, et là, les délais d'attente vont de 1 à 2 ans. Et elle a un rendez-vous la semaine suivante. Peut-être que quelqu'un s'est désisté. Admettons. Une fois chez cette neuropsychologue, l'enfant remplit un questionnaire direct. Il n'y a pas d'anamnèse. Normalement, quand on prend rendez-vous avec une psychologue, il y a déjà un premier entretien pour connaître la situation familiale, un deuxième où on fait passer plusieurs tests qui durent plusieurs heures, la DOS, la DIR. On demande aussi aux parents de faire des bilans du langage oral, du langage écrit, des bilans psychomoteurs. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Ça ne prend pas 1 heure dans une salle d'attente. Peut-être qu'on est tombé sur une psychologue un peu légère. Admettons. En plus de ça, la psychologue fait remplir aussi un questionnaire à Louison. Peut-être un petit baron Cohen, je ne sais pas. Louison remplit donc ce commentaire et ensuite elle s'endort dans le cabinet de la psychologue. Alors je sais qu'on est toutes très fatiguées, les Asperger, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Mais de là à s'endormir dans le cabinet d'un professionnel, admettons. À la fin de sa petite sieste, la psychologue lui dit que même si elle doit faire confirmer ses tests, elle est très probablement, elle aussi, autiste. Juste avec un petit baron Cohen. Non, pas admettons. On ne nous donne pas un diagnostic d'autisme quand on a rempli un questionnaire de baron Cohen. Sinon, moi, ça ferait très longtemps que je serais diagnostiquée. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur les démarches diagnostiques qui prennent des années. Je vous la mettrai dans la description parce que je ne sais pas la faire apparaître comme les youtubeurs professionnels au bout de mon doigt. Donc, le diagnostic, là, on est complètement dans une réalité hors norme. Parce qu'en plus, un diagnostic d'autisme pour les adultes, ça coûte entre 350 et 600 €. Donc, une psychologue ne le fait pas passer comme ça gratuitement en un quart d'heure. Et enfin, on va terminer par les choses positives. Oui, parce qu'il y en a quand même et parce que j'ai pas envie d'être trop méchante. Le but ici, c'est vraiment de rappeler la réalité de l'autisme. C'est pas d'enfoncer les personnes qui cherchent à en parler, même maladroitement. Donc, on va dire tout ce qu'il y a de bien dans la série. Numéro 1, le petit Karel Brown, qui est vraiment super. D'ailleurs, tout ce qui est de l'ordre des enfants ici est beaucoup mieux représenté que les adultes. J'ai trouvé que les scènes avec le petit Guilhem étaient beaucoup plus crédibles et du coup, sa performance aussi est formidable. Donc Karel, bravo mon gars. Ensuite, Nicole Ferroni, voilà, j'ai beau trouver que le scénario manque cruellement de réalité, je continue d'être fidèle, mais ça c'est moi. Je suis fidèle aux humoristes qui m'ont fait rire parce que quand on est autiste et qu'on a souvent des phases de dépression, l'humour c'est très très précieux. Donc je n'en voudrais jamais à Nicole Ferroni qui, je pense, est assez sincère dans ce qu'elle propose et qui, à certains moments, m'a quand même fait rire. Par exemple, la collection de boules à neige, j'ai trouvé ça bien. Parce que moi aussi, quand j'étais enfant et ado, je collectionnais les boules à neige. Et elle a une très belle collection. Ensuite, le déclenchement de l'alarme à incendie dans son travail. Alors, même si je ne pense pas qu'on puisse le faire à maintes et maintes et maintes reprises, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'étais dans un centre, un foyer d'accueil médicalisé et du coup, j'ai appuyé sur le bouton d'alarme à incendie pour ouvrir une porte. Sauf que c'était des personnes avec autisme et déficience et du coup, ils sont tous partis en crise à cause de moi. Donc là, j'étais vraiment pas fière. Et là, pour le coup, si mon patron m'avait mise à pied, j'aurais dit oui, je comprends. Le fait, par exemple, dans la salle d'attente, qu'elle s'asseye sur un petit siège pour enfants, ça, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est quelque chose que j'ai souvent envie de faire parce que je trouve ça plus confortable. Mais bon, là encore, avec le masking, je sais qu'il ne faut pas le faire. Le fait de faire des tableaux aussi pour résoudre des problèmes, là je dis oui. J'ai moi-même moult tableaux. Je passe ma vie en tableau, j'adore les tableaux. Les tableaux, c'est la vie. En conclusion, l'envie de bien faire ne suffit malheureusement pas, malgré des acteurs vraiment au top et des situations cocasses. La série n'échappe pas à la caricature et notamment la caricature du travailleur social,
dont la représentation ressemble à celle d'un film des années 90 en début d'après-midi sur M6. Mais malgré ça, j'ai hâte de voir les prochains épisodes pour voir où tout cela va nous mener. Je vous remercie pour cette vidéo, de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la série, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous a parlé. Je sais que par exemple la scène au téléphone a parlé à beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à dire les choses que vous avez trouvées bien. Et si vous n'avez pas aimé la série, essayez de ne pas être méchant mais d'être constructif, parce que le but ici, c'est pas de pointer, c'est de co-construire. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me donner un petit peu plus de vues sur l'algorithme. J'aime pas trop dire ça, mais malheureusement, on est un peu obligé. Voilà, c'était Johanna, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Pour aller plus loin, vous trouverez dans la description toutes les vidéos concernant les thématiques évoquées. Merci.